Roche tendre, roche dure, torrent sous glaciaire, front du glacier, crevasse, névé, cirque glaciaire, verrou, lac supraglaciaire, langue d'ablation, lac proglaciaire, sérac, eau de fonte. Il n'y a pas de place dans la haute montagne pour le fantastique, parce que la réalité y est par elle-même plus merveilleuse que tout ce que l'homme pourrait imaginer. Les glaciers sont des êtres vivants, puisque leur matière se renouvelle par un processus périodique dans une forme à peu près permanente. Le glacier est un être organisé, avec une tête qui est son névé, par où il broute la neige et avale des débris de rochers, tête bien séparée du reste du corps par la rimée. Puis un ventre énorme où s'achève la transformation de la neige en glace, ventre sillonné par des crevasses profondes et par des rigoles, canaux excréteurs du surplus d'eau, et, à sa partie inférieure, il rejette sous forme de moraine les déchets de sa nourriture. Sa vie est rythmée par les saisons. Il dort l'hiver et se réveille au printemps avec des craquements et des éclatements. Certains glaciers se reproduisent même par des procédés qui ne sont guère plus primitifs que ceux des êtres unicellulaires, soit par conjonction et fusion, soit par scission, qui donnent naissance à ce qu'on appelle les glaciers régénérés. En haute montagne, une altitude de plus de 7500 mètres est appelée zone de mort. « 24 septembre 1921. Lors de la première expédition de reconnaissance à l'Everest, les Britanniques Mallory, Bullock et Wheeler atteignent le col nord et sont officiellement les premières à poser le pied sur la plus haute montagne du monde. 27 mai 1922. Finch et Bruce pulvérisent le record du duc des Abruzzes en atteignant 8320 mètres d'altitude sur l'arête nord-est de l'Everest, bien aidés par leurs appareils à oxygène. Quelques jours plus tôt, Mallory, Somervell, Norton ont atteint 8225 mètres sans utiliser d'oxygène. « 7 juin 1922. Lors de cette même expédition, 7 Sherpas, emportés par une avalanche, sont les premières victimes de l'Everest. « 18 mars 1923. En réponse à un journaliste du New York Times qui lui demandait pourquoi il voulait tant gravir l'Everest, George Mallory offre à l'assistance la répartie la plus célèbre de l'histoire de l'alpinisme. Parce qu'il est là. « 8 juin 1924. Mallory et Irvine sont aperçus pour la dernière fois
progressant sur l'arête nord-est de l'Everest. Mallory a changé son fusil d'épaule, menacé d'une balle dans la nuque tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui. Il a entrepris de préparer une ultime tentative en emportant des appareils à oxygène. Sûr de son fait, il va jusqu'à choisir comme compagnon de cordée le jeune et inexpérimenté Andrew Irvine, plus pour ses aptitudes à rafistoler le matériel à oxygène que pour ses qualités de grimpeur. Le 6 juin au matin, Mallory, Irvine et leur fameux cylindre métallique se mettent en route vers la gloire. 2 jours plus tard, peu après-midi, Noël Odell, resté plus bas sur la montagne, les aperçoit progressant lentement sur l'arête nord-est avant qu'ils ne disparaissent dans les nuages. Personne ne les a jamais revus. Ont-ils atteint les sommets ? Près de 100 ans après, le débat enflamme toujours les discussions de fond de duvet au pied de toutes les montagnes du monde.